Bonjour à tous, bienvenue aux Matins éphémères, c'est vendredi aujourd'hui. Voilà, une belle journée qui commence, il va faire un peu plus chaud même en plus. Alors, on va avoir un petit avant-goût du printemps, on est le 14 mars aujourd'hui. Presque en plein milieu du mois de mars. Et je m'appelle Caroline Stephenson, j'anime cette émission des Matins éphémères sur les ondes de CKRL. Et puis, je vous présente mes collaborateurs et invités de ce matin. Il y a des gens qui sont là depuis le début et qui sont fidèles à chaque semaine. Je les salue, je les aime et j'ai hâte de vous les présenter. À chaque matin, j'ai toujours hâte de venir ici en ondes pour leur parler puis échanger avec vous autres aussi qui êtes à la maison. Georges Goma sera là à 7h30, il sera question du sommet Mansa Lomé 2025. On va parler de cet événement-là qui est une grosse affaire. Là, c'est en juin qui s'en vient. Bon, on est en train de voir dans quelle mesure là Georges pourrait y participer. Là, je dis on, mais ça m'exclut évidemment. Alors l'enjeu, c'est de faire une analyse de la situation des pays africains depuis la conférence de Berlin en 1885, qui a vu, on l'a dit là, mais enfin à ce moment-là, on a partagé l'Afrique entre les puissances européennes et du coup, ça a lancé la colonisation du continent noir. La rencontre de Lomé aura pour but une réflexion sur la souveraineté de l'Afrique et puis des moyens d'un développement autocentré. Voilà ce qui est au menu ce matin. Beaucoup de choses. On s'en va à l'Afrique, on s'en va au théâtre, on s'en va voir des spectacles et boire du vin. Et puis... Ensemble, soutenons la radio d'ici, qui enrichit notre culture locale et rassemble notre communauté. Les Matins éphémères vous est présenté grâce au soutien de la boîte à pain. À 7h33 minutes, on poursuit cette édition du vendredi 14 mars. Bon, je vous dis rapidement ce qui s'en vient. Nicolas Médieux qui sera là, notre sommelier sans cravate. On va découvrir 2 vins qu'il nous propose cette semaine. On se prépare une belle petite fin de semaine en perspective. Dominique Girard, brièvement, nous parlera d'un spectacle qu'il a vu. On va parler de la pièce de théâtre Coupe à blanc avec Charlie Cameron Verge, qui est metteur en scène et qui a écrit la pièce, et Nathalie Fontalvo, productrice et comédienne. Robert Boisclair, lui aussi, nous parlera théâtre. Tiens, ce sera notre vendredi pour se changer les idées, pour voyager à travers la culture. Alors, on va parler de la pièce Cirque alors, présentée par le Théâtre des Gros-Becs. Et puis, Robert nous présentera son agenda. Mais d'abord avec Georges Goma, que je salue. Bonjour, Georges. Bonjour, Caro. Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Bah, très, très bien. Très, très Super, bien. Super, ouais. Ah, il va faire beau. Et puis, il va faire beau. On profite de chaque jour. Puis, je suis très heureuse de rencontrer mes collaborateurs, dont toi. C'est toujours un bonheur comme le matin. Absolument. Et là, on va parler du sommet. Alors là, je savais pas, mais évidemment, tu es bien placé pour nous apprendre ce genre de choses-là. Il y aura un sommet en juin, le sommet Mansa à Lomé, c'est ça? À Lomé, au Togo. Voilà, au Togo, oui. En Afrique de l'Ouest. Alors, on va en parler, on va mettre ça en perspective. C'est ça. Bon, alors... Quelle est l'importance de ce sommet-là et de quoi on va jaser, puis ton implication peut-être là-dedans aussi? Oui. Bah alors, c'est Caro, nous avons toujours parlé un peu de ce qui se passe en ce moment, depuis un moment là. On se demande un peu sur le nouvel ordre mondial. Hein? Il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de guerres, on nous déclenche une guerre économique, Trump est revenu au pouvoir, bouscule tout le monde, et puis désoriente un peu tout le monde. On a vu la guerre en Ukraine, et tout de suite il y a un retournement doctrinal incroyable, et tout cela, ça boule. L'Afrique n'est pas en dehors de cela. Hein? Je pense qu'on lui a posé la question un peu sur ce qui se passait au Rwanda. Il a fait d'une pirouette là, il a botté en touche. Je sais pas ce qu'il pense en réalité de l'Afrique, mais l'Afrique aussi se demande. L'Afrique a souvent été comme en position attentiste, c'est-à-dire ne pas trop participer, n'est-ce pas, à ce qui se passe au niveau international. C'est comme si c'était un acteur présent mais absent en même temps. Ouais. Parfois l'Amérique du Sud aussi, hein. Oui, c'est vrai que ce syndrome de regarder. Peut-être aussi parce qu'on en a plein les bras avec ce qui se passe sur notre continent. Je sais pas. C'est une mauvaise
analyses mais peut-être Caro, aussi. mais Caro, là où il faut être là où les décisions se prennent. Exactement, voilà. ben oui. Il faut marquer sa présence. Exact. Et je pense que le sommet Mansa, qui va se dérouler à Lomé au Togo, sous la houlette d'un grand journaliste très 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 connu qui a beaucoup travaillé à Radio France Internationale, qui a rencontré tous les chefs d'État possibles, Alain Foka. Alain Foka, il faut, pour les personnes qui s'intéressent, aller sur Internet, taper Alain Foka, YouTube, vous allez voir un peu l'expertise et l'expérience et l'expertise de ce monsieur qui connaît très très bien l'Afrique et qui connaît l'Afrique culturelle, qui connaît l'Afrique politique, qui connaît l'Afrique dans tous ses recoins. Et sous sa houlette, évidemment, cette idée-là de Mansa, et puis bon, je suppose que Mansa aussi, c'est un grand personnage de l'histoire africaine. Mansa Moussa, on a souvent parlé de ce personnage-là. Je pense que Mansa a un rapport avec ce personnage-là. Mais c'était le souverain de l'Empire du Mali à l'époque. L'Empire du Mali dont on sait que, ben écoute, le Mali là, et pourtant s'est placé parmi les pays les plus pauvres du monde, le Mali, hein. Chaque fois qu'on évoquait le Mali, c'est parmi les pays les plus pauvres du monde. Mais non, le Mali, c'est parmi les pays les plus riches du monde. Parce que, évidemment, Mansa Moussa, à l'époque, dans toutes les bibliothèques de l'Occident, aux États-Unis, en Angleterre, il est mentionné que, jusqu'à aujourd'hui, Mansa Moussa était l'homme le plus riche du monde, parmi les plus riches du monde. Et pourtant, c'est le XIIIe siècle, ça, le Mali du XIIIe siècle. Et c'est le Mali du XIIIe siècle, évidemment, aujourd'hui, c'est la période, la zone de l'Afrique où on va exploiter de l'or, par exemple. Donc voilà un peu ce qui se passe. Mansa Moussa, c'est un personnage illustre pour montrer que l'Afrique, on pense que le continent le plus pauvre aujourd'hui ne l'est pas en réalité. Il regorge un sous-sol très 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 riche et tous les spécialistes, n'est-ce pas, le savent très bien. C'est simplement que le rapport colonial qui a été instauré, on a beaucoup parlé de 1885, mais 1885, Caro, c'est la conférence de Berlin. Mais la conférence de Berlin fait suite à quoi? La conférence de Berlin fait suite à la période esclavagiste. C'est-à-dire que la découverte de l'Afrique au XIVe siècle en tant que telle, et après, on a trouvé des royaumes qui étaient très très bien organisés en Afrique. Les Portugais le disent très très bien, les Espagnols le disent très bien. Ils ont trouvé des royaumes très très bien organisés en tant que tels. Ouais. Aujourd'hui, on parle de la muraille de Chine, mais on parle aussi d'une muraille qui était au Bénin, qui était très, il y a des images là-dessus. Ouais. Alors, je reviens un peu pour ne pas trop nous disperser. Alors, la période esclavagiste, on a vu très bien que c'est l'esclavage qui a bâti l'Amérique. Il faut le dire ouvertement pendant 400 siècles. On en a parlé. Alors, donc, on voit que le rapport avec l'Occident, ça commence par un paradigme. Le paradigme de l'économie, de l'exploitation. Et l'exploitation, c'est fait par les êtres humains pendant toute la période esclavagiste. Et puis en 1848, la deuxième abolition de l'esclavage, parce qu'il y a eu une première abolition, et puis on a repris, et on vient à la deuxième abolition, 1848. On abolit l'esclavage. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire l'économie désormais? Si on n'a plus des esclaves, comment on va le faire? Eh bien, ma foi, et puis le Portugal, à l'initiative du Portugal, et puis on contacte Otto von Bismarck, le chancelier allemand de l'époque, et qui convoque la conférence de Berlin. Et toutes les nations européennes sont là. Les États-Unis sont là en tant que observateurs. Il y a la Russie qui est là aussi en tant qu'observateur. Et pendant de 84 à 85, il y a la conférence de Berlin. Et qu'est-ce qu'on fait la conférence de Berlin? Eh bien, on va plus prendre les esclaves, on ne va plus prélever les esclaves en Afrique. On va partager l'Afrique en comme un gâteau. C'est-à-dire comme un gâteau qu'on va se le partager sans la présence d'un seul Africain. Voilà comment on dispose déjà l'Afrique en tant que telle. Donc, historiquement parlant, pour comprendre un peu la méfortune de l'Afrique aujourd'hui, c'est d'abord là, c'est les marqueurs de l'histoire qui voient que les puissances occidentales ont partagé l'Afrique. Et donc, depuis la décolonisation, il y a des cicatrices qui sont restées. Et puis, comme tu le dis, dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même un passé récent, ce traité-là. Mais alors, il faut que l'Afrique... J'imagine que ce sommet-là, pour revenir au sommet, va remettre les pendules... Mais le sommet, c'est déjà ça. Parce que tu as vu que dans le sommet, il y a un marqueur de l'histoire, c'est 140 ans. On parle de la conférence de Berlin, évidemment. Exact. Ça sera un marqueur historique à partir duquel on partira. Qu'est-ce qu'on fait quand on est souverain?
Parce que la souveraineté aussi, c'est un point qui est très, très, très important là-dessus, parce que tu as parlé de la décolonisation. Mais quand on lance la colonisation après la conférence de Berlin, puisque chaque puissance européenne a son petit morceau, il y en a qui en ont mieux sorti que d'autres. Voilà. Mais et bon. même le roi des Belges, à lui tout seul, Léopold II, avait tout l'État indépendant du Congo, c'était sa propriété, c'était même pas la propriété du royaume de Belgique, c'était sa propriété. C'est tout récemment, en 1908, qu'il a cédé, n'est-ce pas, sa propriété privée, n'est-ce pas, au royaume de Belgique. Et la France, et l'Angleterre, et la Hollande, tout le monde est allé prendre son petit morceau, et ils ont fait cette colonisation. L'Angleterre aussi. Et l'Angleterre aussi. Et le principe, là, c'était les théories du centre et de la périphérie. On dit oui, mais la colonisation a apporté des choses formidables et ainsi de suite. Mais écoutez, ça c'est un point de vue. Parce que quand vous venez vous trouver des royaumes très bien organisés, et que vous cassez ces royaumes-là, vous détruisez les cultures qui sont là, vous imposez vos langues, et ainsi de suite. Et avec quoi? Comment est-ce que les Occidentaux ont pu s'imposer? Mais c'est la puissance du feu, la poudre, c'est-à-dire les armes à feu. Voilà ce qui a fait que les Africains puissent, n'est-ce pas, être assujettis jusqu'aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, mais là, c'est jusqu'à une aujourd'hui, histoire. donc, voilà, l'histoire nous apprend que, nous met en contexte tout ça. Mais là, il semblerait qu'avec ce sommet, de quoi on va discuter? Alors, on va partir de là, mais de 1885. D'accord, mais venons, le plus important. Ça, c'est l'histoire pour comprendre maintenant. Maintenant, il faut être pragmatique. Le pragmatisme, c'est de savoir que, on connaît l'histoire. Mais une fois qu'on connaît l'histoire, on se forge une morale. On a une conscience collective. Ah, mais on a vécu cette histoire très, très difficile. Comme partout ailleurs aussi. Aux États-Unis, on a vécu aussi la colonisation. Au Canada, et ainsi de suite. On connaît ça. Mais une fois qu'on a eu la prise de conscience que, on a vécu cela. Mais voilà, notre sort d'aujourd'hui est dû à tel facteur ou tel autre facteur. Maintenant, on se prend conscience. Maintenant, à côté de la conscience qu'on a prise, il faut se donner une morale collective aussi. Une morale collective. La morale renvoie à qu'est-ce qu'on va faire? Quel sera notre agir? Comment on va se comporter? Comment on va réorganiser l'Afrique? Comment est-ce qu'on va construire des grands ensembles? Parce que tel que l'Afrique a été morcelée là, les pays, les frontières qui sont issues, n'est-ce pas, de cette colonisation, c'est peut-être ça aussi qui nous fait du mal, parce qu'il y a des micro-États. Les micro-États. C'est comme si chaque président a son petit morceau à lui aussi, et puis il veut pas s'unir avec les autres. Mais comment voulez-vous que les pays occidentaux qui sont très avancés, sont très développés, qui ont mis toutes les structures en place pour saisir un peu cette évolution-là qui est métrique, qui est mesurable. Ah, on a construit des ponts ici, on a construit des routes, on a construit des hôpitaux. Tout ça là, il y a une reddition des comptes qui est claire. Il faut qu'on se donne ça aussi en Afrique. Donc, il faut désormais, de façon très, très, très pragmatique, il faut que les Africains se demandent d'abord, mais qu'est-ce qu'on gagne avec les micro-États? Pourquoi est-ce qu'on peut pas construire les grands ensembles comme les pays développés le font? Les États-Unis d'Amérique. Alors, donne-nous donc un exemple de micro-État. Ah le micro-État, c'est le Congo-Brazzaville, un petit État de machin. Le micro-État, c'est le Rwanda avec 26 000 km². Le micro-État, c'est le Burundi. Le micro-État, c'est le Bénin, le Togo, des petits pays qui sont collés. Alors que si on pouvait faire les grands ensembles, ce serait l'Afrique de l'Ouest, qui comprend 13 pays, constituerait un État. D'accord. Mais là, il faudrait, puis c'est très bien, puis redécouper l'Afrique, mais il faudrait déloger certains dictateurs, parce que ces micro-États-là, souvent, c'est... Alors, peut-être pas tout le temps, là, je suis pas assez... Mais beaucoup, souvent, c'est dirigé par des petits... des petits dictateurs, des petits dictateurs. Voilà, mais ça se passe bien, ça. Mais écoute, les dictateurs qui sont en place, ils sont en place parce que il y a un système qui les soutient en place, déjà, en tant que tel. Voilà. La légitimité d'un président peut être retirée complètement. C'est des grandes décisions il faut chercher la légitimité, n'est-ce pas, la création de ces grands ensembles. 4 grands ensembles. L'Afrique de l'Ouest, un grand ensemble. L'Afrique centrale, un grand ensemble. L'Afrique australe, un grand ensemble. L'Afrique de l'Est, là-bas, la Tanzanie et tout ça, un grand ensemble. Et l'Afrique du Nord aussi. Parce que l'Afrique du Nord, l'Afrique maghrébine, l'Afrique blanche aussi, c'est une réalité africaine. Même si eux, ils se disent maghrébins, mais c'est sur le continent africain, ce serait 5 grands ensembles en tant que tel. Alors, on parle de 5
Ben oui, 5 ensembles. 5 grands ensembles. 5 fédérations, je sais pas comment. Fédérations, on peut le dire de cette manière-là, Okay. une sorte de fédéralisme. Donc, le sommet Mansa qui va se tenir, ça sera un grand marqueur de l'histoire, en tout cas. C'est la première fois qu'il y a un sommet comme ça. Voilà, ça sera la toute première fois qu'il y a un sommet comme ça, où tout le monde est invité, Caro. Qui va? Oui, ben alors tout le monde est invité, tout le monde du continent africain, les dirigeants, les politiques, les scientifiques, les artisans, tout le monde, en tout cas. On veut ouvrir un peu ce sommet à tout le monde. Venons pour qu'on parle de l'Afrique. Venons pour qu'on essaie de voir un peu comment va-t-on réorganiser l'Afrique, parce que il faut pas s'attendre à qu'une personne en dehors de l'Afrique vienne l'histoire nous a montré. Charité bien ordonnée. Par soi-même. Voilà, tout à fait. Donc c'est ça qu'on aimerait faire, et que on souhaite vraiment beaucoup de succès à cette première ce premier sommet. C'est le temps ou jamais, là, juste au moment où l'Europe est occupée à d'autres chats à fouetter peut-être. Je dis ça de façon bien naïve, mais c'est vrai qu'en Europe, on a quand même les États-Unis à gérer. Alors, il y a un redessinage, un redécoupage de la planète présentement. Alors, c'est le moment peut-être. C'est le moment, et surtout que l'Afrique ne soit plus jamais spectatrice de ce qui se passe au niveau international, parce que l'Afrique en question, mais jusqu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on l'ait spolié au cours des siècles et des siècles, l'Afrique continue à détenir les réserves des matières premières les plus recherchées au monde. Tout le monde le sait, le coltan par exemple, qui nous sert, on le dit très bien, et malheureusement, chaque fois qu'on a un téléphone entre nos mains, on se dit quand même que on nous fait dire qu'il y a du sang dans ton téléphone là. Il y a du sang dans ton téléphone, parce que la réalité c'est que en RDC, le pays qui regorge la plus grande quantité de ce coltan dont nous avons besoin, c'est là on massacre des gens à tour de bras, et ainsi de suite. Et on voulait arrêter avec ça, parce que si l'Afrique arrive à former ce front-là, ça se fera pas en 2 jours, là, mais c'est un bon début. Oui, il faut commencer. Il faut commencer, il faut tracer, et puis surtout Est-ce qu'on sent une volonté, là, toi, évidemment, de ton œil extérieur du Canada, mais à l'intérieur même, les États, puis tu parlais de l'organisateur, de journaliste qui organise, il y a une volonté, tu sens qu'il y a un mouvement oui. Mais cette volonté, le problème avec l'Afrique aujourd'hui, c'est ce dont nous avons souvent parlé depuis 10 ans ici, la lutte que nous menons à notre niveau, Caro, c'est la lutte contre les dictatures. Ça revient à ma question il faut les tasser, ces petits dictateurs. Il faut nécessairement les tasser. Et si l'initiative de Lomé prend forme, les dictateurs vont trembler d'eux-mêmes. Et les dictateurs devaient aussi trembler et se dire, parce que ce qui est quand même bizarre. Mais il faudra que, tu l'as dit aussi, là, mais mettons ça en perspective, parce qu'ils sont soutenus par l'Europe, ces petits dictateurs-là. Alors, il faudra qu'il y ait de ce côté-là une cassure. Je pense pas que l'Europe est invitée au sommet, là. Écoute, Caro, moi, je l'ai souvent dit, c'est juste ton observation. Mais l'Europe et l'Occident, ce que l'Europe et l'Occident font en Afrique, c'est de bonnes guerres. C'est de bonne guerre pour l'Occident et l'Europe et les États-Unis, parce qu'ils le font pour assurer le pain à leur population, pour assurer le bon sommeil à leur population, et ainsi de suite, puisque la preuve c'est que dans ces pays-là, il y a une circularité des élites. Il y a la démocratie. Hier c'était Biden, aujourd'hui c'est Trump. Hier c'était François Hollande, aujourd'hui c'est Macron. Hier c'était Trudeau, c'est déjà au passé là, mais aujourd'hui peut-être c'est Marc Carnet. C'est pas peut-être, c'est pas. Voilà, c'est pas déjà mal presque en route là déjà. Donc voilà, il y a une circulation des élites. Il n'y a pas personne qui vient s'accaparer le pouvoir pour rester 40 ans ou 50 ans au pouvoir. Il n'y a pas de sens et il n'y a pas d'avancée. Au moins que s'il y avait au moins une personne qui vient rester longtemps au pouvoir et qu'on voit qu'il y a des avancées qui sont sensibles, on pourrait à la limite dire que non, écoute, c'est un dictateur qui est là, mais qui apporte du bonheur incroyable à ses populations. Voilà, le progrès est là. Après, on peut se dire et puis on se dit, écoute, d'accord, il fait quelque chose. Ouais. On n'a pas voté pour lui, mais il nous rend mais ça serait le monde idéal. Absolument. C'est un peu comme dans les pays, on peut se dire, mais regardez dans les pays du Moyen-Orient et tout cela. Mais les pays du Moyen-Orient, vous voulez aller, mais tout le monde va à Dubaï maintenant. Vous allez à Dubaï, il y a 40 ans, Dubaï n'était pas dans cet état, c'était un village incroyable. Beaucoup de pays africains étaient plus avancés.
Mais comme ils savent que le pétrole sort de leur sol, ils ont sorti le pétrole, eh bien ce pétrole-là, ils l'ont pas envoyé dans des banques à l'extérieur, ils ont construit leur pays. Et tout le monde va à Dubaï, tout le monde va dans des pays, des Émirats. Ah ben, je suis pas encore allée. Ah ben, moi non plus, hein, mais je vois quand même les images de ceux qui vont là-bas. Donc, au moins, c'est ça ce qu'on recherche, Caro, dans tout ça, quand on s'engage dans l'action politique, les gens doivent savoir que la première chose, c'est le service public. Vous êtes en politique, la première chose, c'est pas vous servir, mais vous êtes au service des gens. Les gens qui m'entendent dire ça vont peut-être rigoler sur ma tranche, mais c'est la conception que j'ai de l'action politique. Et donc, parlant d'action politique, Georges, est-ce que tu penses pouvoir, est-ce que tu es invité, est-ce que tu pourrais participer au sommet de Lomé? Écoute, j'ai une sœur qui m'a envoyé la note sur le sommet, Jeanne-Marie Girard, qui est professeure à l'UQAR, qui était longtemps chef de département de psychosociologie, avec qui j'ai un rapport extraordinaire, et il m'entendra dire, c'est elle qui m'a envoyé la notice sur ça. Et du coup, j'ai rebondi là-dessus, je lui ai dit, écoute, Jeanne-Marie, pourquoi on ferait pas un petit front pour qu'on aille là-bas ensemble? En tant que l'UQAR, parce que nous parlons beaucoup de l'Afrique à l'UQAR. Oui, parce qu'est-ce que la diaspora, une partie de la pourrait participer, parce que vous avez le regard extérieur. Voilà. Et nous sommes aussi des experts qui pourront apporter quelque chose d'extraordinaire à cela. Et du coup, elle m'a renvoyé un peu le document que je t'ai renvoyé là. Oui, voilà, assez complet. C'est Jeanne-Marie qui me l'a envoyé. Et puis, on est en train de réfléchir ensemble comment nous allons participer, parce que nous avons évidemment notre place, parce que ce que nous faisons, évidemment, ça renvoie à la pensée qu'il y a cristallisé derrière ce que Alain Foka propose. Donc, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on va proposer. On peut aller là-bas et puis faire des présentations. Nous avons déjà la matière, n'est-ce pas, pour ça et le potentiel pour ça. Donc, nous sommes au mois de mars, avril, mai et juin. Donc, il y a encore 3 mois pour que nous fassions une belle proposition pour participer à cela. Et puis, pendant que nous y sommes aussi, beaucoup de gens nous écoutent quand même à CKRL, Chronique d'Afrique Noire, depuis 10 ans. Et puis, c'est sûr qu'Alain Foka, en passant, nous a écoutés quand même à un détour ou à un autre. Et puis, je vais voir, de façon ad hoc comme ça, je vais voir aussi comment placer un peu CKRL dans cette ambition-là, parce que nous parlons d'Afrique depuis 10 ans. Maintenant, 11 ans. Oui, on a une belle, c'est une belle tribune, en fait. C'est une belle tribune. Parce que, évidemment, le fait d'être expatrié, c'est un regard différent sur l'Afrique qui est posé, et puis avec un recul aussi, philosophiquement parlant, le recul est important parfois. Écoute, Caro, quand nous venons ici, en Occident, nous voyons ce qui se fait ici. Nous voyons ce qui se fait ici. Et nous sommes toujours à cette question, mais mon Dieu, mais comment les responsables politiques africains qui passent leur temps dans les avions à venir ici, à regarder ce qui se passe ici, ils voient bien comment est-ce que les autres font des choses extraordinaires ici, et quand ils repartent là-bas, ils dorment, ils font absolument rien, et ça c'est quand même dommage. Et puis nous sommes là aussi pour dire que non, quand on va quelque part là, ce qu'on appelle l'espionnage là, c'est aussi aller regarder, ils sont en train de faire un pont. Tu es assis à un côté, tu regardes comment ils font, et tu vas te reproduire et tu vas faire chez toi. C'est pas mauvais ça, en tant que tel. En création, c'est ça. C'est ça qu'on fait. Rien ne se perd, rien ne se crée. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et puis casser aussi le fait que on pense que le bonheur c'est ailleurs. Mais le bonheur, on peut le créer en Afrique. L'Afrique est un pays, je tombe aussi, c'est un continent qui est très 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 vaste et qui est aussi très regorgé, la forêt, les fleuves, et ainsi de suite. Parfois on pense que, mais oui, l'Afrique c'est le désert. Mais non, c'est pas seulement le désert. Et heureusement, parce que... Voilà, heureusement. Et il y a le désert, d'accord, mais le désert c'est une ressource extraordinaire aussi. Maintenant qu'on trouve qu'il y a plein de pétrole dans le désert. Mais prenons le pétrole du désert comme dans les pays du Moyen-Orient. Faut que l'Afrique se dépêche à s'approprier son pays, peut-être le rediviser en 5 fédérations, comme
vous appellerez ça, Oui, oui, ils ben, appelleront ça ça peut être comme ils défini, veulent. oui, oui. Mais avant que peut-être Donald Trump ait dévisé comme, Oui, ben, comme le Groenland, où il va se partager avec Poutine l'Afrique. Ben, d'ici qu'ils disent que l'Afrique, je vais la prendre aussi. Autant qu'à faire. Allez, on prend le Groenland, le Panama, puis l'Afrique. On devient aussi les États-Unis d'Amérique, ouais, les États-Unis d'Afrique. On fait des blagues, mais en conclusion, oui. Georges. En conclusion, moi, ce que j'aimerais proposer, l'idée que j'aimerais proposer, ça, j'en ai parlé à Jeanne-Marie, quand j'étais en Californie, et exactement le 5 juin 2010, car j'avais écrit un papier qui s'intitulait, et ça y est sur Internet, les gens peuvent le trouver là, qui s'intitulait l'hypothèse d'un pacte de non-progrès de l'Afrique. L'hypothèse, je parle, c'est une assumption. Oui, alors, ce texte-là, il y a une université qui s'appelle University of San Francisco qui avait vu ce papier, qui m'a demandé, mais venez nous faire une présentation là-dessus. Je suis venu faire la présentation. Les amis qui sont avec moi sur Facebook peuvent voir un peu les images de cette formation, de cette présentation. Alors, donc, à partir de là, je me suis dit, mais pour Lomé, là, pourquoi ne pas proposer une affaire comme une transition pédatransformationnelle, afrocentrée? Une transition, la notion de la transition, c'est-à-dire quand on est dans des crises incroyables, la transition, c'est un moment fort où on va regarder les choses en profondeur. Ok, d'accord. Mais oui, mais c'est ça que je voulais proposer, c'est-à-dire que comment faire de sorte que, écoutez, l'Afrique puisse apprendre à partir de ses propres réalités et comment mettre en perspective un développement qui puisse bien tenir. OK, voilà, Georges, la conférence, le sommet, en fait, de Lomé se tiendra fin juin. On espère que tu y seras, puis on se reparle dans 2 semaines. Voilà, tout à fait. Merci, Georges. Bon, de l'Afrique, on s'en va ici tout près. On va rejoindre Robert Boisclair qui nous parle de Cirque à l'art et de son agenda culturel. À tout de suite.